Ok, top. Donc bonjour à tous merci pour l'invitation. C'est un exercice un peu particulier étant donné que parler devant personne, c'est assez spécial en fait. C'est assez déstabilisant. Donc, je crois que la plupart me connaissent, mais je vais quand même me présenter un tout petit peu. Donc, Loïc, je suis membre du club Spata Mediva à Liège, donc Outre-Ardennes, donc. À ne pas confondre avec le club Spata qui n'a rien à voir, même si j'adore ce qu'ils font, mais voilà, c'est pas nous. Nous, c'est Spata Medieva, c'est un peu plus long. Et je suis entraîneur de ce club. Et de formation, je suis archéologue. Et c'est pour ça que j'ai proposé ça comme thème de conférence, c'est-à-dire de s'intéresser un peu à l'artefact, à l'objet archéologique de l'arme. Parce que un des constats que j'ai fait euh, généralement en deuxième HE, c'est que on a un gros focus sur le traité. Euh, enfin, on va dire que la base de la discipline, c'est tout de même, voilà, c'est l'interprétation du traité, l'interprétation textuelle, l'interprétation de l'image, mais on se concentre. Oui, Indiana Jones belge, si tu veux, ouais. Il y en a d'autres comme moi, je te rassure, hein, qui sont pires. Donc, pardon. Donc, les MHE, c'est vraiment l'interprétation. Donc, on interprète le texte, on interprète l'image. On a tendance à laisser un peu l'arme de côté. Euh, je dis un peu, pas tout le temps, c'est vrai que beaucoup de gens ont étudié ça, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que le pratiquant, on va dire lambda, s'intéresse assez peu à la typologie des épées longues, etc. Le domaine des MHE où on s'intéresse le plus au matériel, c'est le combat en armure, parce que eux, forcément, en plus de l'arme, il y a tout l'harnachement, il y a le harnais à concevoir, à faire, et là, il faut beaucoup de recherche pour avoir quelque chose de correct. Mais en dehors de ça, c'est qu'on ne s'intéresse pas beaucoup. Alors en soi, si pour vous les AMHE ce n'est que du sport, complètement déconnecté d'une pratique réelle, un peu comme l'escrime olympique moderne, c'est pas grave du tout. Voilà, vous avez une arme qui est une arme purement sportive, utilisée dans un but purement sportif. Et à ce moment-là, c'est absolument pas un problème. Par contre, si pour vous, dans la démarche AMHE, il y a, comme j'ai mis sur la slide, la reconstitution hypothétique, évidemment, d'un geste, alors l'objet, l'arme, elle est vraiment à prendre en compte. Et je parle de l'arme, mais en fait, tout est à prendre en compte. La mode de l'époque, même les chaussures, si vous voulez, mais ça devient compliqué. J'espère que je parle pas trop vite. J'ai tendance à parler très très vite. Et alors là, en plus, en visio, vous m'entendez à moitié, je suis sûr. Donc, j'espère que ça va. Voilà, donc les AMHE, c'est voilà, si vous voulez vraiment faire une démarche historique, bah ouais, l'objet est important. Et c'est pour ça que donc aujourd'hui, je précise, je ne suis pas chercheur dans la vie, pas du tout. Je suis archéologue, oui, de formation. Je travaille un peu l'archéologie, mais surtout dans le domaine de la médiation culturelle. Je travaille en musée, je travaille. Pas de faire foutre Gabriel, pardon. Donc je parle très bien français. Il y aura un tout petit peu de belgicisme par-ci par-là, mais ça devrait aller. Donc je suis médiateur culturel, donc je travaille en musée surtout. Donc mon métier, c'est de pas un peu de parler d'histoire aux gens, ce qui est assez sympa comme métier, hein, on va pas se plaindre. Donc là, le travail que je vais, enfin, ce que je vais vous montrer, ça va plutôt être une discussion un peu sympa, vous montrer des trucs un peu sympas sur des armes d'époque. Et c'est pas du tout un travail original de chercheur. Hein, voilà, c'est pas du même niveau que ce que va sans doute vous présenter Marco ou ce que vous avez présenté à l'ARIC la semaine dernière. Il n'y a pas la même discussion de fond. Voilà, ça c'était pour le petit disclaimer. Alors maintenant, on va venir au sujet, le vrai. Il y aura plusieurs parties et la première, c'est l'épée longue, les épées longues. C'est fait exprès parce que, alors, j'ai mis cette petite image parce que nous sommes tous un peu des Sith finalement. Parce que si on vous demande ce que c'est une épée longue, vous avez une idée assez claire de ce que c'est. Vous allez dire, ah, ça, idéalement, ça a cette taille-là, ce poids-là, etc. Et on va avoir tendance à dire que
Si c'est un peu trop lourd par rapport à ce qu'on aime, c'est pas bien. Si c'est trop petit, souvent c'est trop petit d'ailleurs. Hein. Quand en MHE, on trouve que c'est trop court. Et ben voilà, on a tendance à mettre ça complètement de côté. Mais la réalité historique, elle est complètement, mais complètement différente de ça. N'hésitez pas, ah ouais, je l'ai pas dit, hein, mais j'aime bien l'interaction, donc n'hésitez pas si vous avez une question pendant, voilà, c'est pas un problème du tout. J'y répondrai en cours. Je déteste le monologue, donc voilà. Alors, oui, c'est toujours trop court. Effectivement, en le disant, je me suis dit, ouais, ça va faire une belle vanne. Mais c'est vrai, si vous regardez la taille moyenne de ce qui est proposé comme fader sur le marché, non seulement c'est assez long, mais surtout, ces derniers, j'ai l'impression que c'est de plus en plus long. Enfin, moi, dans mon club, j'ai des mecs qui ont commandé des faders d'1m40, 1m45. Voilà. Alors, Gabriel, dans les fricadelles, il y a la même chose que dans le vaccin Covid, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc, pour la plupart d'entre vous, pour la plupart d'entre nous, je peux même dire, une épée longue, c'est ce que je suis en train de vous montrer sur le PowerPoint. Oui, Alaric, alors oui, effectivement, des trucs de... je dis pas que ça n'existe pas, hein, des armes de plus de 140 cm, là, 150. Il y a des trucs, effectivement, aussi... on va le voir, hein, des armes très très longues. Maintenant, la question, c'est la moyenne un peu. Et c'est ça que je vais un peu vous montrer. Donc, pour la plupart, voilà, les épées longues, pour vous, c'est ça, c'est une fader. Et déjà, on commence vachement mal parce qu'en fait... le mot fader en fait n'existe pas, c'est un néologisme, mais je reviendrai plus tard à ça. Donc il y a l'épée longue pour vous, c'est la plupart, je suppose, 90% pour faire un petit belgicisme, vous pratiquez avec une fader. Or, les épées longues, ça apparaît bien avant, c'est quelque chose de très différent, vu que ça apparaît. Alors là, cette petite image de la typologie Hawkshot, que vous connaissez sans doute, si vous avez un tout petit peu. Donc, c'est la typologie de référence pour les épées médiévales. Alors, médiévales au sens large, enfin non, pas très large justement, c'est-à-dire que ça commence plus ou moins 10e, 11e siècle, et Hawkshot s'arrête à la fin 15e, début 16e. Quelqu'un commente, ça commence avec des épées patardes. Oui, alors la terminologie, je ne vais pas y aller dans les détails parce que la terminologie historique, c'est un casse-tête. Et pas un petit peu. C'est un énorme casse-tête, ce genre de choses. Donc voilà, selon moi, on va pas aller vraiment dans ces détails-là. Mais voilà, cette typologie Hawkshot, je ne vais pas vous faire un cours de typologie. Ce serait, je pense, la conférence la plus ennuyeuse du monde. Mais je vais quand même vous montrer un peu d'où ça démarre, cette épée longue qu'on pratique quasiment tous, que tout le monde adore en MHE. Donc ça commence ici avec, alors très très tôt, étant donné que les trois exemples de gauche sont des exemples du XIIIe siècle, malheureusement, c'est justement dans le bouquin d'Hawkshot, donc j'ai pas toutes les données. C'est le problème de beaucoup de vieux bouquins, c'est qu'il n'y a pas toutes les données que nous on aime bien. Quand on a la longueur totale, on est content. Et là, vous voyez, 1m10, 1m15, les lames autour de 90 cm. Et j'en ai une autre ici, qui est datée fin 12e, début 13e, 117 cm, 1860 grammes. Déjà, si vous êtes habitué à votre fader, vous allez vous dire, putain, jamais de la vie, je manie ce machin-là. Et là, déjà, il y a une idée reçue qui doit être prise en compte pour beaucoup de gens. C'est un truc qu'on entend beaucoup. Si l'épée longue apparaît, c'est parce que, à cause du développement de la plaque, donc du harnois, il n'y a plus besoin de bouclier, donc on a deux mains libres, donc on a une épée qui s'utilise à deux mains. Ok, ça tient pas du tout l'épreuve des faits, ce genre d'idée, étant donné que les épées que je vous montre, elles apparaissent à cette époque-là, quoi. Donc là, on est en 1210 en Allemagne, et on a cet homme d'armes, ce chevalier, qui utilise donc son épée à deux mains. Alors, on pourrait penser, parce que parfois il y a de la liberté artistique, mais il y a plusieurs minions de ce genre qui apparaissent
à cette époque-là, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être en plaque. Les mecs sont en maille complète, c'est des casques à peine fermés. Qu'est-ce qu'ils font pour utiliser cette épée à deux mains? Ben, ils rejettent leur bouclier en arrière avec la guige, vu qu'ils ont une guige qui leur passe autour du corps. La guige, hein, c'est la sangle qui passe, qui fait partie du bouclier, qui est passée autour du corps. Et une fois que vous débarrassez de cette guige, vous la mettez sur le côté, et ben vous pouvez utiliser une épée à deux mains. Alors pourquoi est-ce qu'elle apparaît? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que j'en ai aucune idée. Il y a sans doute des raisons d'abord technologiques, parce qu'il faut forger une épée de ce type-là aussi longue, avec la technologie de l'époque. De toute évidence, il y a un maniement qui est mixte, hein, toute évidence, vu que ça sert à la fois sans bouclier et avec bouclier. Et ça vous montre justement l'importance de cette guige. Donc, je ne sais pas si des gens ici font un peu d'écu 13e, ou 14e d'ailleurs, ou n'importe quel type d'écu, c'est pas important. Un truc qu'on a tendance à mettre de côté, que ce soit en AMH ou en constitution, c'est cette guige justement. Or, c'est omniprésent dans les sources, et ça a plein d'avantages en termes de combat, parce que ben, vous êtes beaucoup plus libre de vos mouvements. Donc, voilà, donc cette épée longue, elle apparaît bien avant le harnois complet, mais c'est vrai qu'elle se démocratise. Enfin, démocratise, c'est pas vrai. Elle devient plus présente dans les sources, on a beaucoup plus d'exemples, plus tardifs. Et là, voilà, on arrive dans le 1014e, j'ai fait un petit bond de 150 ans, tranquille. Où là, par contre, là, on peut dire qu'on a des vraies épées longues. Toujours avec voilà, des dimensions. Alors, les dimensions, vous voyez que ça, déjà, c'est variable. Hein. Celle de gauche, c'est 130 cm. Mais le poids, 2 kg. Pareil, je pense que si Reguenia il propose ça, il ne trouvera pas de public. En épée de coupe, peut-être, mais en simulateur pour du sparring, il ne trouvera pas de public. Et à droite, pareil, 1350. Et là, par contre, donc plus ou moins même époque, mais on a plus que 112 cm. La lame, c'est 87, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et presque 1800 grammes. Donc c'est quand même des trucs assez costauds. Alors je sais bien, avant que quelqu'un me fasse la remarque, le poids, ça ne dit pas tout. Il y a le poids d'équilibre, il y a distribution des masses, etc. Mais n'empêche, c'est quelque chose que tout le monde, quand il achète une épée, regarde. Hein. Ça va être le poids général de l'arme. Et on arrive, pourquoi est-ce que j'ai mis en arrière qui nous intéresse? Parce que là, on arrive dans du 1380, 1400, etc. Donc vous voyez à l'écran les dimensions. Hein. On est toujours en dessous de 130 cm. À gauche, le poids, forcément, n'est pas vraiment représentatif, vu que c'est corrodé à un point que je pense que si vous rajoutez 100 grammes d'acier, c'est un minimum. Alors pourquoi est-ce que c'est ce qui nous intéresse? Parce que là, ben, typiquement, on est dans la jeunesse de Fiore, a priori. Donc Fiore, quand il écrit vers 1400, je crois que c'est 1404, le manuscrit de Getty, il a à peu près une cinquantaine, soixantaine d'années. Donc voilà, si vous comptez les années 1370 à 1400, ben, c'est sa carrière, quoi. Et donc c'est ce type d'épée, a priori, que vous êtes censé, je dis bien censé, voir dans Fiore. Parce que, bon, en clair, le manuscrit de Fiore lui-même ne va pas nous aider outre mesure dans la, comment dire, pour savoir quel type d'épée utilise. Donc j'ai plus ou moins fait, alors à la va-vite, en faisant la proportion des épées par rapport aux personnages, en considérant que les personnages font 1m70, ce qui est pour l'époque tout à fait normal. Encore, c'est même peut-être un peu petit, parce qu'on est après la Grande Peste, le niveau de vie est assez élevé en fait pour les gens, et donc il y a un bon apport en protéines. En fait, les gens sont assez grands à cette époque, quasiment aussi grands que nous. Attendez, je regarde un peu le chat. Donc voilà, moi par exemple, je fais 1m75. Je pense que à l'époque, je ne dénoterais pas. Et là, si vous avez donc, j'ai repris le manuscrit de Getty. Ben,
vous avez sur voilà, 2 images, les épées font entre 1 mètre, voilà, 1 mètre 20. Bon, ça me semble possible. 1 mètre 35, sont déjà vachement grands. Et alors, cette épée qui est pliée au sol, là, si vous considérez, en fait, elle est quasiment aussi grande que le personnage. Donc, on est à voilà, 1 mètre 55, j'ai compté, bon, pas à 5 cm près. Mais c'est pas le traité lui-même qui veut dire exactement quel type d'épée utiliser. Et donc, évidemment, si vous revenez, par contre, aux exemples historiques, ben, vous avez ce genre de choses-là. Des choses. Il était peut-être nul en dessin. Alors je ne sais pas, je suis pas un fioriste du tout. Je ne sais pas si c'est Fioré lui-même qui a dessiné, par exemple. Bon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une. Le dessin n'est pas principal ici. C'est clair qu'il y a moyen de trouver à la même époque des choses beaucoup plus précises, je pense. Ou peut-être que c'est juste pas important au final, hein, clairement. Donc Gabriel me dit, il est assez admis que Fioré utilise des typologies plus courtes. Oui, effectivement, c'est plus moi ce que je suis en train de dire, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous commencez à bosser du Fioré avec votre fader d'1m35, 1m40, ben alors je dis pas qu'on peut pas le faire. Ça c'est pas vrai. Je ne pense pas qu'il faille absolument avoir la typologie d'épée pour bosser manuscrit. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est clair que certaines choses, surtout là j'ai montré exprès les pièces où l'épée est tenue en une seule main, et vous êtes très près, là je pense clairement certaines choses avec une fader d'1m40 doivent être compliquées. C'est pour ça que j'aime bien voilà, ces exemples-là, qui sont plus ou moins du temps. Alors là, on n'est plus de la vie, de la carrière de Fioré, mais beaucoup plus dans, on va dire, dans l'époque du traité. Voilà, 1m25 en moyenne. Vous voyez que dans les poids, ça va par contre. Là, on n'est pas dans du gros 2 kg, etc. Les épées un peu plus lourdes, c'est justement plus la génération d'avant. J'aurais pu vous le montrer. Malheureusement, j'ai un peu... j'avais pas de bonnes images des épées. J'avais que les reproductions, malheureusement, et je voulais pas montrer de reproduction. Il y a le groupe de Passau, qui est donc des épées faites à Passau en Allemagne, enfin, en tout cas en territoire germanique. Elles font toutes aux alentours de 2 kilos. Je sais bien que des gens m'ont dit, ah oui, mais il y a les Travna Heavy qui font 1,8 kg, ok, d'accord. N'empêche que c'est pas ce qu'on voit le plus non plus. Donc voilà, effectivement, je suis peut-être un peu absolu aussi en disant que ces épées n'auraient pas leur public, n'empêche que c'est pas ce qu'on voit le plus. Ce que je montre ici, c'est pas encore l'exemple extrême. Hein. On est voilà 2 kilos à cette époque-là, c'est assez normal. Et là, on arrive dans du entre 1,5 kg, 1,7 kg. Voilà, ça par contre, on est dans le poids, on est quand même assez pro de ce qu'on connaît. Par contre, c'est vrai que niveau longueur, on est toujours un peu juste. Hein. Voilà. Sauf ceux qui ont des faders d'1m25. Bon, voilà. Vous voyez qu'au niveau des formes, il y a quand même pas mal de variations aussi. J'ai peut-être fait l'erreur de ne pas vous montrer. Là, je vous ai montré à chaque fois 2 lames assez semblables. Il y en a une qui est plus allongée que l'autre, mais ça ne change rien. Voilà. Si vous prenez celle ici à droite, là, le fleur est beaucoup plus prononcé, par exemple, alors qu'ici, ce sont des lames losangiques. Et alors, il y a une préférée qui est celle-là, qui est une au Metropolitan Museum, qui vient de l'Arsenal d'Alexandrie. Alors je précise comment ça s'est retrouvé à Alexandrie. En fait, vous avez pas mal de conflits sur les derniers, surtout autour de Chypre, hein, forcément. Et donc ça se retrouve après ces îles à Alexandrie. Il y a pas mal de lames européennes comme ça à Alexandrie, mais avec, comme vous voyez peut-être, c'est pas super visible, mais en fait l'inscription est en arabe. Et alors j'adore cette épée parce que je trouve que c'est un genre de monstre. Elle ne fait que 111 cm, mais pèse quasiment 1650 grammes. Je trouve que les quillons sont démesurés, enfin 31 cm de quillons. J'ai regardé sur ma fader, il y en a 21, donc grosse différence. J'ai parlé de Fioré, mais inversement, enfin de faire du Fioré avec une fader.
Inversement, je ne conseille à personne de faire la technique, je crois, chez Meyer, où vous arrivez à faire votre parade avec la fusée de l'épée. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place pour éviter ça. Gabriel, question, donc tu as une réplique d'épée de ce type-là. Est-ce que c'est une tranchante ou pas? Ah, une blonde, dommage. J'aimerais vraiment tester ce genre de lame en coupe, quoi. Ça doit être génial. Ah ouais, c'est la Principe d'Albion. Oui, alors il paraît qu'en coupe, donc elle est incroyable cette épée. Donc voilà, vous voyez que c'est des trucs. Et là, 111 cm, c'est minuscule. Et puis il y a des cas, on va dire, voilà, là extrêmes. Et là, venez pas me dire que ça trouve son public ou que la Travna est vie, parce que là, on est quand même, voilà. Euh, Celle de gauche, c'est une épée du groupe Castillon. Ça a été trouvé en France, près du site de Castillon-la-Bataille. C'est un site de la fin de la guerre de 100 ans. Donc, en plein milieu du 15e, on a retrouvé plein d'épées de ce type-là. Attendez, j'ai mis le... Voilà. Désolé pour la photo, mais bon, comme souvent, c'est des trucs assez vieux, malheureusement. Et à moins d'avoir chopé chaque épée séparément, c'était un peu... voilà, c'était pas super utile. Et c'est souvent des épées. Alors, vous voyez que là, pareil, c'est de lame losangique, mais surtout, c'est des trucs assez costauds. À la fois en taille, mais là aussi en poids. Donc là, c'est celle gauche, hein, quasiment 1,50 m et 2200, j'ai mis kilos comme un imbécile, parce que parfois j'écris en kilos, parfois j'écris en grammes, mais vous doutez bien que là, c'est en grammes. Ce qui est pas mal. Ma Montante fait 50 grammes de plus. Voilà, sauf qu'elle fait 1,60 m. Donc on est sur un truc. Alors, et ceci dit, au vu de la forme générale, c'est pas spécialement des épées de coupe. Là, on est dans de la guerre pour de l'estoc, pour les choper dans les visières, choper dans les défauts d'armure. Euh, Certaines doivent couper. Si on prend ici la toute première à gauche, je pense que c'est clair que ça doit faire mal quand ça coupe. Mais si on en prend d'autres sur l'extrême droite, je pense qu'il y a vraiment une idée de que ce soit utilisé que pour les stocks, ou beaucoup pour les stocks en tout cas. Et celle de droite, alors là, la 15e, j'ai aucun détail sur la datation plus fine, mais là aussi, c'est une belle bête, hein, parce que bon, 1,40 m, donc c'est comme votre Feder, enfin 38, par contre, c'est 2450 grammes. Je pense que là, on peut dire que chérie, ça va trancher, comme dirait l'autre. Donc, encore une fois, c'est des objets que j'aimerais bien voir en vrai, ou en toucher des répliques. Alaric, tu parles d'espadon utilisé uniquement comme une pique. Je vais montrer une Swayender, enfin une Bidenender allemande tout à l'heure. On est sur ça, je pense. Donc je vous ai montré un extrême très lourd, et je vous montre un extrême dans l'autre sens. À savoir que là, là, on est sur quelque chose de pas spécialement plus court, ce qu'on a vu, par contre vachement fin, quoi, hein, et donc c'est quelque chose de très léger. Donc celle de gauche, c'est une épée qui est conservée à Munich, qui est très connue. La photo est dégueulasse, j'en suis vraiment désolé. Ça vient directement du bouquin en fait de Hawkshot. Pour les références, je pourrais vous les refiler. Ah pardon, c'était pour une réponse à Larry, désolé. Donc celle de gauche à Munich, elle est hyper décorée, cette épée est magnifique, hein. Je crois que c'est la plus belle épée du monde. Mathieu Zulowski, donc forgeron, fait des répliques de cette épée toujours magnifique. Et il y a une épée du même type au musée de Cluny, donc c'est un peu plus près de chez nous, enfin ici en tout cas, qui est du même type, donc c'est des épées assez fines, très légères. Et droite, qui est une épée anglaise, je crois. J'avoue que j'aurais peut-être dû marquer à chaque fois
les provenances des épées, enfin soit. Là, quelque chose d'assez, voilà, on est sur pas beaucoup de lames, 80 cm, très très fin. Et pour moi, ça montre aussi une chose, c'est que l'allonge, contrairement à nous, notre pratique moderne, l'allonge n'est pas le premier intérêt des gens de l'époque. À savoir que vous avez, comme celle d'Alexandrie, 111 cm, c'est pas très grand. Par contre, c'est vrai qu'à mon avis, ça coupe énormément. Là où nous, on essaie de faire en sorte d'avoir un truc de plus en plus long, parce que c'est vrai que ça permet de faire de la touche facile, finalement. C'est pas du tout l'idée principale des gens de l'époque. Quelqu'un a posé une question dans le chat. Si l'épée longue apparaît pour avoir plus d'allonge à cheval. Alors, je ne suis pas du tout cavalier non plus, mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ces épées n'ont pas spécialement des lames plus longues. C'est que la fusée qui est plus longue. Donc, en fait, vous ne gagnez absolument rien en allonge. Et justement, ici, j'ai un bon exemple. Alors, celle de gauche, c'est ce que vous voyez. 107 cm de long, mais au vu des proportions, c'est quand même fait pour être pris à deux mains, et vu le poids, à mon avis, pareil, c'est quand même fait pour être pris à deux mains. Et bon, 107 cm, ok, celle à côté, c'est une épée qui a été trouvée aux Pays-Bas cette année, pas de la même époque, c'est du XIIe siècle. Et celle-là, elle fait 118 cm. Et elle est très clairement une épée à une main. Donc la question parfois alors ici c'est assez clair, pour certaines épées, la question de est-ce que c'est fait pour être utilisé principalement à une ou deux mains pose. Bon, c'est de là que vient le terme d'épée bâtarde. Même si je suis pas un grand fan du terme, parce que je pense je suis certain qu'il n'a pas d'occurrence historique. En tout cas, pas sous ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Poney, le bâtard, c'est à minima 17ème. Bah ouais, mais 17ème, là, moi, je parle de 13ème, 14ème, quoi. Donc, voilà. Désolé. Je sens que je crée de la polémique, là. C'est assez marrant, c'est drôle. Donc oui, ça a peut-être été utilisé à un moment ou à un autre, mais je ne pense pas que c'était utilisé, en tout cas, de manière contemporaine aux épées, pour être moins polémique. Voilà. Donc là, vous avez, voilà, c'est du 118 cm, celle de droite. C'est une épée faite, alors je pense, c'est certain, c'est une épée de cavalerie, c'est fait pour être à cheval, et c'est complètement pour être utilisé à une main. Alors, je regarde un peu dans mes notes si j'ai rien oublié, voilà. Voilà, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut, comme je dis, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument avoir des typologies de ce type-là pour bosser tel ou tel traité. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je pense que c'est déjà assez cher les AMHE comme ça, sans avoir une épée de chaque typologie pour faire ce genre de choses. De toute façon, si vous écoutez Marozzo, vous savez bien qu'on peut très bien commencer l'épée longue avec un bâton. Donc après tout, il n'y a pas de raison. Si Marozzo le dit, c'est que c'est vrai. Gab, bâtarde, c'est une épée, donc on ne reconnaît pas la filiation. Oui, ça j'ai entendu. Excuse-moi, je me permets du coup vite fait juste, excusez-moi les modos, je me permets juste de passer en... Mais comme il est en train de phagocyter ma conférence. Ça vient j'avais lu ça dans Pantagruel ou je ne sais plus lequel, c'était Pantagruel ou l'autre. En tout cas, un texte de Rabelais. Et si tu veux, la définition de bâtard qui était utilisée, c'était non pas un objet à mi-chemin entre l'épée à une main et l'épée à deux mains, mais plutôt une épée qui, dans l'instant T où elle est jugée, ne correspond à rien qui est connu dans la famille des épées. Donc en gros, imaginons que quelqu'un arrive avec une épée d'une typologie qui n'existe pas dans l'endroit où il vient avec cette épée.
cette épée peut être considérée comme bâtarde par la personne qui la découvre, parce qu'il n'y aurait pas de cette typologie-là chez lui. Ensuite, le terme a été repris et s'est noyé dans cette idée d'objet amichonnant entre l'épée à une main et l'épée à deux mains. Voilà, c'était juste pour ajouter ça, je te laisse tranquille maintenant, je repasse en mute. Moi, j'avais entendu, par exemple, que c'était une histoire toute bête. C'était une histoire de marque de forgeron, c'est-à-dire que vous avez les frappes des forgerons et que sur les bâtards, il y a soit pas de frappe, soit c'est des ateliers pas reconnus, pas intéressants, quoi. Donc voilà, je sais pas. Maintenant, toi, a priori, tu as une vraie source histo qui est assez intéressante, du coup. Mais donc bâtard, de ce terme-là, l'acception qu'on en a aujourd'hui n'existe donc pas. Ok, là je suis resté dans les épées longues classiques. Enfin classiques, tu comprends. Non pas trop spécialisées, on va dire. Mais on a des trucs que moi j'adore parce qu'il y a du combat en armure et moi j'ai commencé là-dessus. J'ai commencé à pratiquer des combats en armure. Puis après, je me suis dit, taper des mecs juste façon Béour, ça m'intéressait pas. Enfin, c'est pas méchant contre le Béour, hein, c'est juste que voilà, moi je vais faire autre chose. C'était d'abord du combat à la touche, puis etc. Donc moi je voulais faire quelque chose un peu plus sourcé historiquement. Et il y a des trucs en armure absolument magnifiques, dont cette épée qu'on appelle la Teutonic Estoc. Je ne sais pas si vous voyez, vous voyez les dimensions, donc presque 1m60 en complet et 4 kilos. Alors, je me suis longtemps posé la question si c'était pas une fausse, un exemple 19e siècle, mais non, ça a l'air d'être une vraie, aucun problème. Le seul problème, c'est la date pas sur une marque 14e, 15e. Moi, quand je vois ça, j'ai peine à croire que ça puisse être avant 1450. Mais donc, c'est conservé en Pologne, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un super article par Maciek Talaga là-dessus, d'où vient d'ailleurs cette image. Et alors le pommeau, rien que pour le pommeau, ça vaut le coup, parce que vous voyez que c'est pas un beau pommeau rond, hein. C'est du truc facetté où on est vraiment assez près de la masse. Où se trouve la matière des 4 kilos? Eh bien, dans la taille déjà, et apparemment basé sur le calcul de volume, on est sur quasiment 1 kilo rien que dans le pommeau, justement. Et on dit la Mordschlageuse. Je suis carrément d'accord avec ça. Ça crie Mordschlag, quoi. Ça crie Mordau. Vous prenez ça par la lame, vous avez une hache d'arme en fait. Voilà. Les quillons font office de hache ou de bec de corbin. Vous pouvez pas les stocker avec, avec le pommeau, mais vous pouvez faire tout le reste. Et vous pouvez stocker avec le talon. Enfin, si vous imaginez ça comme une hache d'arme. Donc, non, je pense que c'est sympa. Option, hein, je pense qu'on est sur un cas vraiment extrême, et c'est pour ça que je la mets. Voilà, juste pour vous prévenir, si vous voyez des images de celle-là par exemple, c'est une fausse, on le sait. Enfin, en tout cas, c'est presque certain que ça, c'est une copie 19e, enfin, c'est un genre d'évocation 19e, avec la garde et la lame d'une seule pièce, et ces énormes pommeaux à pic, dont je vais reparler, mais voilà, ceux-là, apparemment, celle-là, c'est une fausse. C'est les stocks de Vilnius, mais non. Par contre, voilà, celle-là, c'est une vraie. Et ça m'amène aux épées d'Estoc. C'est pas du tout l'image que je voulais mettre tout de suite. On va attendre, voilà. Ça m'amène aux épées d'Estoc. Donc, j'ai parlé des épées de Castillon tout à l'heure. Les épées de Castillon, a priori, sont quand même aiguisées. Dans le cas des Estoc, elles sont à peine aiguisées, en tout cas, elles ne sont pas prévues pour. Si je reprends les stocks teutoniques que je viens de vous montrer, la section, elle est carrée. Et l'article donc de Maciek Talaga dit bien qu'il n'y a aucune trace d'affûtage nulle part. Donc voilà, c'est tel quel, c'est prévu comme ça.
Alors voilà, alors je précise que celle avec cette dimension, c'est de gauche ici. Ah, ça, c'est un estoc plus traditionnel, on va dire. Si on sait une épée longue qui est très pointue, parce que là-dedans, vous passez dans les yeux, enfin dans la visière, vous passez dans la magne, ce genre de choses. Et je reviens en arrière, parce que c'est cette image que je vous montrais. Et ce genre d'épée spécialisée, les connaisseurs ont déjà vu. Hein. Donc là, je vous montre un truc spécialisé. Alors ici, c'est pas parce que c'est des stocks, mais je vous ai montré le pommeau de les stocks teutoniques. Ben, on retrouve des choses similaires chez Taloffer. Donc là, c'est Taloffer, c'est le traité de 1459 qui vous montre des beaux petits pommeaux à picot. Un truc qui doit être très très sympa aussi en marche-lag ou n'importe comment en fait. Hein. Même simplement à une on vous fout un coup de pommeau avec ça, ça va être sympa. Je vous le montre parce que voilà, c'est classique. On a très peu, pour ainsi dire, pas d'épée de ce type côté conservé. On voit d'ailleurs au milieu, je sais pas, est-ce qu'on voit un souris? Oui, on voit un souris. Au milieu, on voit bien là que c'est le pommeau qui est censé être vissé sur l'épée, ce qui a donné ce même ultra connu hein, où il faut dévisser le pommeau pour le balancer sur l'adversaire lors d'un duel armuré. Je précise que la technique en elle-même d'ailleurs est pas du tout absurde en soi, hein, si on lit tout le traité. Voilà, le fameux End Him Rightly. Voilà, en fait, en armure, elle a une logique en fait cette technique, parce que le texte dit en substance que il faut le lancer à la figure de l'autre, sachant que si vous avez un pommeau comme ça, même le simple le pommeau de votre fader, vous le balancez sur un casque, il y aura un poke dans le casque. Donc la personne n'a peut-être pas spécialement envie de se le prendre. Et donc le but, c'est que la personne dévie ce coup, l'esquive, et pendant ce temps-là, vous servez du temps où il n'est pas sur ses gardes pour lui enfoncer un estoc dans les selles. Voilà, c'est ça le texte en fait. Et le texte ne dit pas end him rightly, donc finis-le comme il faut, mais il dit de le finir prestement, rapidement. Donc c'est vraiment un truc, voilà, on la joue à l'esbrouf, mais ça marche. Quelqu'un met, c'est un mème de la chaîne de Scalagrim. Je pense que c'est devenu un mème d'internet, enfin de la sphère AMHE en fait. AMHE en constitution, je pense que c'est devenu un mème total quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est voilà, Estoc, ces épées qui sont spécialisées. Alors, je dis pour le combat en armure, ça marche tout à fait pour le combat civil. Hein. C'est juste que forcément, ça ne coupe pas ou ça coupe très très peu. Et tant qu'on est dans l'armure, tant qu'on est dans la spécialisation, vous avez ces trucs magnifiques aussi, où là, on vous dit même où il faut mettre la main quand vous êtes dans votre demi-épée. Je n'ai aucune idée si il y a moyen de couper là. Peut-être que juste au-dessus de l'endroit où on peut mettre sa main, il y a peut-être moyen, mais ça me semble. Je suis pas sûr que ce soit super. Mais toute évidence, ça c'est spécialisé, c'est fait pour un combat en armure sur un duel judiciaire. Et voilà, vous savez où mettre la main. J'ai remarqué souvent quand on pratique avec du combat en armure comme ça, avec des faders, on met la main beaucoup trop en avant en demi-épée parce que comme nos faders sont souples, on la met assez loin pour qu'elle ne s'assouplisse pas trop vite, par exemple, pour que le liage ait du sens. Voilà. Et alors, je reprends un peu d'eau et je vais parler de ce machin-là que j'avais teasé, qui était un genre de clickbait atroce, un genre de piège. Donc, attention, je pense que ceux qui connaissent déjà les armes, hein, je vois qu'il y a Anthony Richard dans le dans le chat, il doit déjà connaître. Hein, je crois que plein de gens connaissent déjà ça. L'épée que je vous montre, vous vous dites waouh génial, ce truc fait 2,20 m de haut, etc. Et c'est attribué à un révolutionnaire
néerlandais du début du XVIe siècle, qui est un personnage qui a existé, mais qui est quasiment légendaire en fait. Hein. Le mec, si vous regardez un peu les histoires, c'est du folklore local. C'est le gars qui apparemment a tué deux gars en prenant une charrue en lançant dessus. Quoi. Voilà, c'est ce genre de choses. Soi-disant, le mec était un géant. C'est une figure voilà révolutionnaire. C'est à la fois de l'histoire, c'est à la fois du folklore. Et on a retrouvé donc dans son coin cette épée-là au XVIIIe siècle. C'est évident, l'épée est énorme, le mec est énorme, c'est à lui. La vérité, c'est que ce genre d'épées sont ce que les Anglais appellent des bearing swords, désolé pour l'accent, c'est-à-dire que c'est des épées qu'on porte, en fait, c'est des épées de cérémonie et rien d'autre. Donc, ça servait pour les processions, ce genre de choses. Et montrer, voilà, il y a un petit côté, on se la montre, ouais, épée de procession short, c'est vrai que ce genre de choses, c'est pour du défilé, quoi. Et là, vous voyez, c'est 15e siècle, ça a été utilisé plus tard aussi, hein. Mais bon, ces exemples-là, y compris celles de Gruner, sont a priori du 15e siècle. Ce qui m'amène à une chose, à chaque fois que dans un musée ou de manière générale, hein, on vous dit que c'est l'épée de machin, l'armure de machin, faites quand même gaffe pour certaines choses. Parce que voilà, c'est comme l'épée de William Wallace qui est en Écosse, l'épée de Charlemagne. Alors, je crois que l'épée de Charlemagne, joyeuse, il y a encore un truc qui est discutable, dans le sens où je pense qu'il y a des parties qui pourraient dater plus ou moins de la bonne époque, mais les trois quarts ont été remplacés, quoi. Donc voilà, c'est les trucs attribués à, faut faire vraiment gaffe. La question, oui, est-ce que c'est plus ancien que Gutopir? Est-ce que c'est de son époque? Je pense qu'en fait, c'est pas important. J'ai pris en fait celles des Royal Armories parce qu'elles sont plus ou moins de la même taille et donc on a un comparatif. Mais c'est important, c'est clair, des épées de 6 kg 6, voilà, je veux bien qu'on peut se permettre beaucoup de choses, mais là, j'y crois pas trop. Par contre, voilà, on avait peut-être, Alaric avait dit, hein, des espadons utilisés plus comme des armes d'ast. En tout cas, moi, quand je vois ce genre de choses, là, on n'est forcément plus dans le Moyen-Âge. Hein, là, j'ai vraiment pris carrément le fossé du 16e, 1540. Vous avez ce genre de... Alors, comment est-ce qu'on va appeler ce genre d'épée, hein, est-ce qu'on appelle ça, comme les Anglais, on appelle ça une great sword? Est-ce qu'on appelle ça un espadon, sachant qu'espadon en français, vous le retrouvez à toutes les sauces, à toutes les époques. Grande épée à deux mains, c'est un peu long hein, quand même comme idée. Le Zweihander, à ma connaissance, ce n'est pas historique. Il y a plutôt le Bidenhänder, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est aussi l'idée que c'est utilisé avec deux mains. Schlachtschwert, ça j'aime bien. Encore que Schlachtschwert, je pense que il y a un article qui a été écrit là-dessus aussi. Historiquement, c'était autre chose aussi. Donc voilà, il y a de tout, il y a de tout. Mais Schlachtschwert, ouais, pour moi c'est le meilleur. Après, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. L'important, enfin, on s'en fiche, mais l'important c'est que finalement tout le monde sache de quoi on parle. On va voir plus tard, quand je parlerai un peu de rapière, que ce que nous on appelle une rapière, par exemple, c'est déjà problématique. Donc ici, voilà, c'est cette grande épée à deux mains, pour rester tout à fait français. Ce qui m'intéresse dans celle-là, c'est que la fusée fait 60 cm, plus ou moins, pommeau compris. Et là, je pense qu'on atteint la limite de ce qu'on peut appeler une épée, dans le sens où vous ne pouvez pas manier ça comme une épée longue, c'est certain. Et même comme une mentantée à l'espagnol, vous allez vraiment avoir du mal. Là, ce que je vois, c'est de faire ça un peu comme hallebarde et autres, parce que vous pouvez vraiment agripper ça comme une arme d'ast, il y a assez de place pour le faire. Donc, moi, je vois bien ça à mi-chemin entre la lance et l'hallebarde au niveau du maniement. Je n'en ai pas d'accord. Par exemple, pour changer votre côté de garde, hein, imaginez vous faites un pflouk avec ça.
Pour faire un plouc avec ça, si vous êtes dans votre mauvais côté, ben voilà, ça ressemble un peu à une grade de Farzetsu de la pique de Meyer, quoi. La question, est-ce que on est au-dessus de 3 kg, on peut demander si c'est une épée fonctionnelle, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Maintenant, il y a d'autres exemples. Et j'ai du mal à me dire que à chaque fois que ça fait plus de 3 kg, on se dise ouais non, c'est pas possible, c'est pas ça. Voilà, c'est soumis à, c'est bien sûr, c'est soumis à discussion hein, complètement. Mais dans certaines grandes épées de ce type-là allemandes, vous avez souvent des trucs au-dessus de 3 kg. Quant à dire, comme je vois dans les commentaires, que c'est beaucoup plus petit qu'une arme d'ast, ça dépend ce qu'on appelle une arme d'ast. Je vais prendre voilà, une hache d'arme, c'est une arme d'ast, en tout cas dans la définition qu'on en a. Ça pèse plus ou moins ça, en tout cas 3,8 kg pour une hache d'arme, c'est tout à fait possible. J'ai des amis meilleuristes qui se sont demandé si, voilà, est-ce que... j'essaie de lire en même temps, j'aurais peut-être pas le faire. Que dans Meyer, avec l'épée longue, le maniement de l'épée longue plus le maniement de la hallebarde, on a les bases pour faire le maniement de ce genre d'épée à deux mains. Pourquoi pas là, je vous montrais juste un cas un peu particulier. Je vois que des gens sont pas d'accord. C'est pas de moi. Hein. Je précise que c'est pas de moi là, sur ce coup-là. Là, on arrive aux limites des compétences. je crée du scandale. Je crée du scandale. Voilà. Puis je vous montre quasiment une dernière, qui est c'est assez peu connu. Ce sont des épées longues avec des gardes complexes. Ici, si vous voyez bien sur l'image, en fait, ce sont des épées à un seul tranchant. Mais il y en a aussi à deux tranchants. C'est souvent germanique, c'est même souvent suisse. Ici, j'ai mis des. J'étais pas sûr pour les dimensions parce que ça vient de la Wallace Collection. Ils ont pas mis les détails. Alors, ils ont mis 107 cm. Moi, je pense pas que 107 cm ce soit toute la longueur. Je me suis un peu amusé sur PowerPoint et tout. Enfin, pas PowerPoint. Sur Photoshop, juste pour voir les pixels, etc. Me dire, ok, est-ce que c'est possible que ça fasse 107 cm? Je pense que ça fait effectivement 130 cm plus ou moins en tout, avec 107 cm de lame. Pareil, c'est des choses que j'aimerais bien un jour essayer de manier. À quel point le fait qu'il y ait une garde vraiment complexe est problématique pour cette technique d'épée longue classique. Hein. Et je vous fais grâce d'épées trop tardives, parce que, voilà, je pense qu'on a vu assez, mais vous voyez qu'on est toujours dans les mêmes gammes finalement de taille et de poids. Anthony, oui, je l'ai quelque part, le numéro de collection. Pour ça, il faut que je sorte de l'écran, désolé. Donc, je pourrais peut-être le refiler à l'occasion. Ok. Bon, c'est presque fini pour les pélons, je vous rassure. Là, on arrive. Là, voilà. J'ai beaucoup parlé de toutes les épées longues. Maintenant, si on parlait un peu de nos fameuses Feder ou de nos Fechtschwert, pour être un peu parce qu'effectivement, j'ai beaucoup parlé de Fioré. Se dire, est-ce qu'on peut faire Fioré avec la Feder? Bah, à toute évidence, non. Est-ce qu'on peut faire de Lichtenauer avec une Feder? Ben là, la réponse, forcément, le Codex antique nous le dit. Là, ce qui semble être peut-être Lichtenauer. Une version d'une Feder. Et ce monsieur du Gladiatoria ici, donc 1435, montre ce qui est a priori une épée tranchante, mais avec un shield, donc avec ce ricasso proéminent des Feders. Et il se trouve, c'est beaucoup plus tardif, hein, cet exemple-là il est du 16e, mais ça existe des épées de guerre, en tout cas fait pour un combat
qui n'est pas une école d'escrime, avec des shields comme ça, ça se retrouve, des tout petits shields. Ça se retrouve, il y en a 2-3 comme ça, qui se baladent dans les musées. Mais voilà, nos faders, c'est ça vous connaissez. Oui, je suis d'accord, ça c'est une épée de duel en armure, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est le shield, c'est ce shield un peu court. Et là, Federschwert, Festschwert, etc. C'est que je montrais au début. Première chose, les faders dans les musées. Alors, je vous ai montré plein là d'épées longues de musée. Les faders, c'est beaucoup plus rare. Roger Nordling avait fait aussi un petit truc là-dessus il y a quelques années déjà, donc ça date un peu, c'est 2012 je crois, où il disait qu'il y en avait en tout 23 de conservés dans le monde. On n'est pas, à mon avis, il y a quand même quelques-unes dans ce qui sont des réserves qui ne sont pas exposées, mais on est vraiment à pas énormément de faders conservés. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que si elles sont considérées comme des épées purement d'entraînement, de pratique, on va pas s'en garder. Elles cassent, c'est pas grave. Il y a pas de valeur vraiment qui leur est associée. C'était une raison pour laquelle on les a pas retrouvées. Enfin, on les a pas conservées jusqu'à nos jours. L'autre raison, et ça c'est un conservateur, c'est Matthias Forgang, je crois, qui avait dit que en fait plein de musées, enfin les gens ne savent pas quoi en faire, quoi. C'est pas quelque chose qu'on va exposer de la même manière qu'une épée, vraiment une vraie épée entre guillemets. Donc il y a peut-être une idée, certaines sont peut-être dans les réserves de musée et attendent un peu qu'on les ressorte et qu'on valorise un peu ce genre d'épée. Bon là par contre ça va, 1m35, presque 1700 grammes, bon c'est un peu lourd mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient très intéressés de l'avoir celle-là. Donc comme j'ai dit, fader, c'est un terme qui n'est pas historique, un terme c'est un néologisme qui est apparu, je pense que c'est vraiment, en tout cas c'est devenu populaire au début des années 2000 avec les AMHE, et on va pas se mentir, c'est pratique, tout le monde voit de quoi on parle, et il n'y a pas de problème finalement à utiliser. C'est un peu comme bâtard, hein, finalement, je vous dis une bâtarde, vous savez ce que c'est, même si c'est pas un terme qui était utilisé comme ça à l'époque. Hein. Mais Federschwert, vraiment, tel quel, ça ne sort pas de le terme historique. On utilise beaucoup le terme qu'on voit, c'est Festschwert. Donc Festschwert, c'est l'épée d'escrime, peut-être par opposition à l'épée, la Schlachtschwert, qui serait l'épée de guerre, pour l'épée de bataille, peut-être, je sais pas. Et le Paradschwert, alors parade, soit lié à la parade, ou il y a le parade a plusieurs sens en allemand, donc c'est encore une fois là, il y a différentes interprétations. Et le terme fader viendrait des Federfechter, en fait les Freifechter, les escrimeurs libres, hein, auraient certains, apparemment c'est encore possible, hein, c'est Roger Nordling aussi qui est là-dessus. Je vous conseille vraiment les articles de Roger Nordling d'ailleurs en général, qui dit voilà, les Freifechter portaient des plumes, c'était les Federfechter. Donc c'est pas lié, comme j'ai toujours entendu, c'est avec le poids, qu'elles sont plus légères que des vraies. On voit bien que c'est pas le cas. Elles sont dans la bonne moyenne. Et pas parce qu'elles sont plus souples. Alors ça veut pas dire qu'elles sont pas souples, hein, je précise. Apparemment les Festschwert sont souples, mais le nom n'est pas lié. Et j'en ai quand même dégoté l'une ou l'autre. Celle de droite, je vous ai mis juste le profil parce que j'ai pas trouvé de belle image. J'ai préféré juste montrer le profil. Il y a pas mal de reproductions de celle-là. C'est ce qu'on appelle une Festschwert italienne. Mais en fait, c'est parce que là où elle est conservée, c'est en Italie, mais le modèle apparemment est allemand quand même. Et puis à gauche, c'est deux épées du Métropolitane qui datent de l'époque de Meyer. Donc là, si vous voulez des trucs de l'époque de Meyer, c'est parfait, on y est à 5 ans près, c'est super. Je pense que les mesures que j'ai mises, c'est de gauche, hein, mais bon, elles sont vraiment très très semblables l'une et l'autre. Et oui, Gabriel, bah ouais, j'ai pas mis de marque, et je ne le ferai pas d'ailleurs. Mais oui, c'est la fameuse Fader italienne, et voilà. Plein de fabricants,
effectivement, enfin plusieurs fabricants en tout cas la proposent. Mais voilà. Voilà, voilà. Mais vous voyez toujours là, la taille, 1m35, c'est vrai que là, voilà, c'est vrai que pour la Feder, là, on est fidèle, hein, parce que les Feder tombent vers les 1m30, 1m35, dans des gammes de poids qui sont celles qu'on connaît. Donc finalement là, on a beaucoup moins de questions à se poser. Même si, voilà, là aussi on a des exemples parfois très très grands, comme ici le Goliath Fechburg, donc on est vers Fechburg en 1520, et là aussi c'est soumis à l'interprétation. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans les simulateurs quasiment de Schlarfeld, justement? Mais voilà, là que clairement, les épées sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a d'habitude, puisqu'elles font quasiment la taille de leur porteur. Et je reviens à l'idée, hein, les gens de l'époque n'étaient pas spécialement plus petits, hein, je reviens là-dessus. Donc même si on peut se dire, oui, bah, comme on est plus grand, on peut avoir des épées un peu plus grandes, ça reste très très limité tout de même. Oui, je suis d'accord. Attention à la représentation. Est-ce que la représentation est fidèle? Tout à fait. Je l'ai dit en premier, hein, pour Fioré, évidemment. Est-ce que ça l'est? Le truc, c'est que le Goliath Fechburg, lui, a une constance quand même dans ses représentations, par exemple. Voilà. Ah, tu veux dire l'image, d'accord, oui, l'image est plus tardive. Oui, tout à fait possible. Enfin, ça nous amènerait alors à l'époque de Meyer, un peu plus tard, et ça reste pas aussi grand, je trouve, que ce qu'on voit chez Meyer, justement. On peut grandir l'objet, tout à fait, oui, bien sûr. Ah ouais, non, je dis pas le contraire. Je dis juste qu'il y a une certaine constance ici dans les épées du Goliath Fechburg. Voilà, c'était la première partie, je vous rassure, la deuxième partie sera beaucoup moins longue, je pensais pas tenir aussi longtemps, comme quoi, bon, c'est peut-être possible parce qu'on discute, je plains grandement les gens, qui vont écouter le replay, parce que ça aura l'air super décousu. Donc le texte Goliath, c'est le codex Danzig avec donc l'image est de 1520. Oui, ben voilà, mais ça reste des épées qui sont très très longues. Donc je sais bien que Goliath c'est la tradition historienne. Maintenant voilà, mais pratiquer des épées, tout évidemment très très grandes. Alors est-ce que c'est une volonté de représentation ou est-ce que c'est vraiment censé être des simulateurs de cette taille-là? La question est ouverte. Bon, je fais un truc beaucoup plus rapide. Là, je pense que je vais peut-être enfoncer beaucoup de portes ouvertes pour beaucoup de gens. Si c'est pas le cas, ben c'est que je vais repris quelque chose. Si c'est le cas, ben j'espère que vous en perdrez pas. Sur le fait que, on parle pas beaucoup, mais sur les épées les épées à un seul tranchant, on a pas mal. Sur les épées à un seul tranchant, on a vraiment pas mal de clichés en fait. En tout genre. Au départ, je voulais juste parler du sac, puis je me suis rendu compte qu'il y a vraiment, à chaque arme à un seul tranchant, il y a vraiment son cliché qui va avec, quoi. Et le premier, c'est qu'on entend parfois que les fauchons, ça vient d'Orient, parce que ça a été au contact des croisades, il y avait les sabres, alors on a fait nos propres sabres à nous, etc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce que des armes à un seul tranchant, on trouve à toute époque. Pensez aux sax longs vikings, pensez même, il y a des coutelas celtes, il y a très beaux coutelas celtes, des trucs énormes aussi, qui sont quasiment des épées courtes. Ici, j'ai cette arme-là que certains connaissent peut-être, je sais pas, qui est donc une épée Gabriel, alors oui, c'est peut-être des conneries qu'on entend, hein, sur le fauchon, mais malheureusement, le grand public le sort aussi, et parfois, même les pratiquants, ils arrivent, quand tu connais pas, quand tu t'intéresses pas à cette arme, tu le sors, quoi. Tu penses,
Tu penses que ça se retrouve nulle part? Peut-être parce que nous, on sait, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se plantent toujours. Et bon, je vais vous montrer cette épée-là, donc qui est donc si vous regardez juste la fusée, le pommeau, enfin toute la partie sauf la lame, vous vous dites bah ouais, c'est une épée viking classique, enfin d'époque viking. Je sais bien qu'on dit pas viking comme ça. Je sais que c'est un abus de langage, hein. Mais ce qui n'a qu'un seul tranchant, voilà. Daté du 9e siècle, alors on n'est pas certain parce que c'est une trouvaille sans contexte. Et pour ceux qui connaissent un peu l'archéologie, ben voilà, si vous n'avez aucun contexte découverte, vous êtes déjà vachement emmerdé en datation. Ici, c'est sur base justement la typologie du pommeau et de la garde, qu'on a su dire quoi, c'était aux alentours de 900, avec une grosse fourchette de chaque côté. Mais voilà, ça existe. Ça existe. Et l'autre cliché du fauchon, c'est que le fauchon, c'est lourd, parce que autant en MHE, on fait du messeur, mais personne ne fait de fauchon, notamment parce qu'il n'y a pas de traité de fauchon. Et donc, on s'intéresse moins. Mais les fauchons, c'est pas un truc lourd, c'est pas une machette, hein, du tout. Vous voyez ici, donc le mien, c'est le Torp Falcon, c'est celui du haut, hein, et il fait 95 cm, 900 grammes. Alors forcément, vous rajoutez maximum 100 grammes quand même, parce que il y a beaucoup de corrosion, il manque le bois, et surtout il manque le bois et le cuir de la fusée. Donc originellement, j'y arrivais. Il devait sans doute, aucun doute, être un peu plus lourd, mais il reste dans la bonne fourchette des armes à une main, et j'ai plein d'armes à une main de la même époque qui sont beaucoup plus lourdes que ça, encore une fois. Je pense que le cliché du fauchon lourd, il est arrivé, je pense qu'il y a deux origines. Le premier, c'est que un fauchon, à l'époque d'avant Internet, de quand on était jeune, la seule manière d'avoir, la seule façon d'avoir des infos sur nos armes, c'était les bouquins. Et dans les bouquins, il n'y a pas toujours les dimensions, il n'y a pas toujours tous les détails que nous on aime bien. Et on se dit, et surtout, c'est que du 2D. Et quand c'est que du 2D, eh bien, on ne se rend pas compte que les lames de ces fauchons sont en fait très très fines. On compense le fait que la lame soit large d'un côté, mais par contre, la tranche est très 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 fine. D'ailleurs, c'est le problème de la corrosion justement des fauchons, hein. Ils sont corrodés, ils partent en morceaux parce qu'ils sont très très fins. Et effectivement, Gabriel, je pense que c'est la deuxième raison pour laquelle tout le monde pense que le fauchon c'est lourd, parce que le fauchon il est populaire dans le Béour. Et les gens, on utilise le Béour comme une masse en fait, hein. Le fauchon de Béour, il est plus court que ça ici. C'est souvent des interprétations très libres de fauchon 13e qui font 70-80 cm, mais qui font 1,5 kg, 1,6 kg. Et du coup, c'est comme ça qu'un cliché se perpétue finalement. Euh, 65 de lame max, mais moi je parlais de 65 complet, hein, pas que la lame, l'arme complète. Voilà. Voilà, et j'en ai un deuxième, hein, de Castillon toujours, avec les épées qu'il a sont vachement lourdes. Et ben non, celle-là, tranquille, 840 grammes, pareil, hein, vous rajoutez un petit peu parce qu'il manque quand même des bouts, mais on est dans quelque chose de tout à fait classique pour des épées à une main, quoi. Deuxièmement, le Langmesser. Donc le Messer, ça, on est déjà un peu plus nombreux à le pratiquer, je suppose. La question, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des Messers avec donc pourquoi des lames pour des fusées de couteau? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, à savoir voilà pourquoi est-ce qu'on a ces Messers? Pourquoi est-ce que c'est pas des fusées d'épée classiques, quoi? Bon, je pense que c'est quand même des gens.
Ah oui, oui, effectivement, c'est vrai. Alors, Messer, Messer, c'est une construction de couteau. Ça, c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est conçu comme votre couteau de cuisine. Mais du coup, ouais. Alors, je vois que il y a les deux. Certains disent que c'est une histoire de législation, c'est vrai, mais c'est pas ce que vous pensez. Souvent, ce qu'on entend, c'est pour contourner le fait de ne pas pouvoir porter une épée. Dans les villes allemandes, hein, de dire ça revient à dire non, non, les forces de l'ordre sont des idiots. Non, monsieur l'agent, c'est pour beurrer mes tartines. Voilà. Sauf que voilà, moi je trouve que ça c'est vraiment prendre les gens de l'époque pour des cons. Et non, en fait, la plupart des villes allemandes ont des restrictions sur les armes dans la longueur de l'arme. Donc, que vous tapiez ça sous une forme de couteau ou une forme d'épée, si c'est plus long que la taille légale, ben, c'est recalé, quoi. Donc, c'est pas ça. Je ne me permettrai aucune blague sur les forces de l'ordre. Voilà. Donc oui, sinon, c'est alors pas une restriction sociale, pas du tout, parce qu'il y a des messeurs d'une richesse incroyable. Non, Anthony a raison, c'est la construction différente, effectivement, c'est construit donc euh, comme ben, un couteau, donc avec simplement le bois de part et d'autre de la soie et puis rifté, donc c'est pas du tout la même construction. Et ce serait, en tout cas c'est ce qui est accepté maintenant, ce serait simplement une idée de la guilde des couteliers pour pouvoir faire des armes, mais tout en gardant la construction d'un couteau. Parce que ça, par contre, ça, la législation est très sévère à l'époque. Les guildes médiévales, et puis la Renaissance forcément aussi, hein, ça continue, ont des restrictions assez folles en fait. Il faut lire parfois les restrictions pour les tailleurs par exemple. Il faut que ce soit cousu de telle manière. Pour les armuriers, je pense que c'est à Paris au XIVe siècle et à Londres aussi et sur d'autres villes. Les armuriers ne peuvent pas vendre d'armure peinte parce que si vous peignez une armure avant de la vendre, vous pouvez en cacher les défauts. Donc il y a énormément de petits trucs de contrôle qualité comme ça. Et ici, pour le Messer, c'est ça en fait. C'est ah non non non, une épée, c'est avec la soie et le pommeau rifté sur la soie. Vous pouvez pas faire d'épée, vous êtes coutelier, vous faites pas d'épée. Par contre, les couteliers, ben ils ont les couteaux, c'est rifté de part et d'autre de la soie et c'est un seul tranchant. Ok, ça passe. Et c'est comme ça qu'on effectivement on élargit le secteur d'activité, quoi. C'est ça. En tout cas, ça semble être la possibilité. C'est ce qui est admis maintenant, en tout cas. Et là aussi, le Dussac, même si de plus en plus on a des répliques métal de Dussac, mais le fait d'étudier les traités ne doit pas nous faire oublier que le Dussac qu'on voit sur le traité, c'est la version d'entraînement du Dussac, parce que la vraie version, bah, c'est ce genre de choses-là. Donc c'est un genre de, je vais dire de manière totalement abusive, un proto-sabre. Ah, Poney n'est pas d'accord. J'appelle ça, je me dis de manière tout à fait abusive, un proto-sabre, et on a voilà ce genre de choses. Je sens que je suis en train de créer de la polémique. Oui, le sabre existe en parallèle, je suis d'accord. C'est pour ça que effectivement le terme proto-sabre était mal choisi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de sabre auparavant en Europe? Ça dépend ce qu'on appelle un sabre et ça dépend ce qu'on appelle l'Europe, hein. En Europe de l'Est, vous avez pas mal de sabres, hein, déjà. Dès, j'ai en tête 9e siècle, mais déjà avant, je pense.
Donc si on regarde du sac, voilà, il y a du sac de guerre et c'est bien ça, l'arme pour laquelle on s'entraîne dans les traités. Et vous avez à la fois les versions un peu plus, on va dire, élaborées comme celui d'en haut, et celui d'en bas, c'est vraiment la simplicité même, hein, c'est lame à un seul tranchant, on a recourbé la soie pour en faire une garde pour la main, et c'est tout. Oui, quelqu'un dit alors oui que dans les traités, il parle que de l'arme en bois. C'est vrai, mais ça n'empêche que l'arme en bois tire l'origine d'une arme en métal, une arme vraie. Un peu comme la Feder, il y a des cas, voilà, si vous lisez certains traités tardifs, la Feder n'est plus du tout pensée comme une arme, enfin l'arme, l'épée longue, comme une arme réelle. Voilà. Et on en vient à la dernière partie. Là, c'est simplement pour vous montrer certains trucs sur voilà les petits problèmes parfois qu'il y a quand on parle d'une rapière et rapière, side sword, etc. Sachant que quelqu'un a dit enfin une vraie arme. Non. Et alors la question qui est posée, voilà, qu'est-ce qu'une rapière? Et là, je vais encore vous demander un peu, parce que je pense que le sujet est vaste. Et certains qui se sont déjà comment dire, confrontés à la question, doivent se dire oh non mon Dieu pas encore quoi, parce que c'est vrai que donner une définition claire de la rapière est pas toujours simple. C'est une épée, là au moins pas de problème. Alors rapière à la française, rapière avec 2 P, ah, est-ce que c'est la même chose? Voilà, grande question. Personne n'a d'autres idées? Une épée d'estoc, intéressant. Principalement des stocks, ça va être toujours intéressant. Épée exclusivement civile. Ah, j'aime bien. Et tout à fait, voilà, ce que l'on appellerait une rapière aujourd'hui, ce n'est pas ce que les Allemands appelaient rapière au XVIe siècle. Et je vais te dire, je vais vous dire ce que je vous montre après, ce n'est même pas ce que le mot rapière, même en français, veut dire en fait. Donc, ce qu'on appelle rapière aujourd'hui, je vais vous montrer et vous allez voir. Donc, j'aime beaucoup vos positions. Alors, selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, je vous conseille vraiment quand vous cherchez des mots anciens, vous avez l'étymologie, vous avez la morphologie du mot, etc. Donc, c'est un site en ligne, hein, c'est cnrtl.fr, je suppose. Voilà. Je vais souvent chercher là-dedans quand il s'agit de termes anciens. Et donc, dès 1474, en bon belge, on parle d'espée rapière, et puis 1485, vous avez la rapière, la vraie rapière, enfin, le mot rapière, écrit comme on a l'écrit aujourd'hui, sans accent, je suppose, mais tout de même. Alors, par contre, il y a un problème, c'est dans l'étymologie, ce serait dérivé de rap, avec la poignée trouée, alors déjà, la poignée n'est pas trouée, la garde peut-être, mais la poignée, j'ai du mal, qui aurait été comparé à une râpe. Donc votre râpe à fromage, hein, c'est bourré de trous, une garde de rapière aussi, donc voilà, ça vient de là. Moi, j'ai un petit problème avec ça. Par contre, si vous regardez j'ai regardé le dictionnaire en allemand juste pour voir les autres langues qu'ils proposaient. Ça viendrait d'une longue épée espagnole. Ah, oui, en fait, la longue dague espagnole, je crois si j'ai oublié un mot en retapant. Oui, effectivement, hein, le rapir, hein, qui serait une épée espagnole, effectivement, parce que, donc là, je vous ai marqué la râpe, machin, les trous, moi j'ai quand même du mal avec ça. Là, ce qui semble beaucoup plus plausible, c'est ce qui arrive. Vers 1450, il y a en Espagne ce qu'on appelle la espada ropera, l'épée de robe.
Alors l'épée qu'on porte quand on est en robe, ça veut dire qu'on est bien habillé, hein, je précise. Donc le costume médiéval, c'est en couche, hein, comme les oignons. C'est-à-dire quand vous avez la chemise, vous avez à cette époque-là le pourpoint, et par-dessus vous avez encore un vêtement long. Il y a plein, hein, il y a un houppeland, de huc, surco et autres, et robe. Tout ça est pareil. Il y a une terminologie de malade là-dessus. Donc ce serait une épée qu'on porte en civil a priori. Les Anglais appellent ça des dress swords d'ailleurs, hein, comme dress, comme robe aussi. Et vers la même époque, on a Spada d'Alato qui apparaît en Italie. Spada d'Alato, vous connaissez, c'est l'épée de côté, side sword en anglais. Ces deux termes apparaissent plus ou moins en même temps, donc à la fois le terme pour side sword et le terme rapière. Chose qui pour nous, clairement, si on parle d'une side sword, vous pensez clairement à un truc plutôt 16e justement, et la rapière va être plus 17e. Pour schématiser bien sûr, mais je vais voir les détails par après. Donc voilà, si vous prenez donc le terme du 15e siècle, ben en fait c'est pour définir ce genre de choses-là. Donc la rapière, au sens originel, ce qu'on définissait quand on parlait de rapière à l'époque, c'est ça. Ce sont ce genre d'épées qui étaient, c'est vrai, plus longues que la moyenne et avec un début de garde complexe que vous pouvez retrouver aussi ici chez les Italiens. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez là que à leur ceinture sont des épées assez longues avec des petites gardes, les petits anneaux au-dessus des quillons. Donc là, je pense qu'on est assez clair. Pour nous, ça c'est une side sword, c'est pas adapté par contre. Je suis assez clair, je suis assez d'accord, pardon, avec ça. Évidemment, les typos, ils sont en parallèle, oui, tout à fait. Mais justement, c'est pour dire que ça n'existe pas, hein, l'évolution linéaire de toute façon. Et effectivement, elles ne sont pas toutes faites pour être utilisées avec des traités. Mais bon, nous, malheureusement, on s'intéresse beaucoup aux traités. C'est un peu le problème. Alors la question, je peux vous passer ça. Donc les gardes complexes, parce que c'est ça dont il est question maintenant. Les gardes complexes, ça commence à apparaître timidement dès le début du XVe siècle apparemment. Toujours une épée d'Alexandrie d'ailleurs, hein, où on a le tout début simplement de mettre un anneau au-dessus des quillons. Là, c'est même carrément en fait le quillon qu'on a recourbé sur la lame. Pour pouvoir faire ce que vous voyez dans cette enluminure qui est du début 14e, où on voit clairement que l'index est posé par-dessus les quillons. Et donc, la pratique de faire ça précède apparemment le fait de s'en protéger. Donc, je suppose qu'à un moment, on s'est dit, bon, j'aime bien le fait de mettre mon index par au-dessus de ma lame. Niveau contrôle, c'est génial. Par contre, j'aimerais aussi garder mon doigt. Donc, on s'est dit, on va rajouter ça. Oui, le cul du cheval n'est pas sur l'enluminure. Oui. Anthony, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est ça. Nous, on est obsédés par la catégorisation, la typologie. Pour des raisons parfois légitimes, c'est-à-dire que forcément, quand on parle d'une épée, c'est un réducteur, et de quand est-ce qu'on parle, voilà, par exemple, de quoi est-ce qu'on parle. Donc c'est logique que la typologie existe, mais c'est vrai que nous on a tendance à mettre tout dans des belles petites cases bien claires, en oubliant que pour les gens, pendant très très longtemps, une épée, c'est quoi? C'est une épée, et le reste est souvent accessoire. Et d'ailleurs, là, la coexistence de ce genre de choses, elle se fait. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une erreur ici dans Marozzo. Je pense que clairement, vous avez une version d'une Spada d'Alato sans garde complexe, assez longue, mais sans rien, et vous avez dans le même traité, du même auteur plutôt, vous avez une Spada d'Alato une side sword que vous connaissez, avec un début de garde complexe, un padan, etc. Et les gardes complexes, en fait, des trucs vraiment
complexe. Là, on est quasiment au niveau du basket tilt, donc la poignée en panier qui couvre le tout. Là, on est dans une épée de la Marie Rose, donc une épave anglaise de l'époque d'Henri VIII. On est en 1540 plus ou moins, et vous avez déjà des gardes très très complexes. Tout ça, évidemment, coexiste, et c'est normal. On a tendance à voir, encore une fois, un côté très très linéaire dans l'évolution. Il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas vouloir de garde complexe, ne serait-ce que pour transporter une épée. Parce que un truc comme ça, le basket tilt, donc la poignée englobante, à porter au quotidien, c'est hyper pète couille, par exemple, hein, je veux dire, en temps peu vulgaire. Donc voilà, maintenant, si je reprends une... donc là, ça va être... Voilà, là, c'est un peu pour finir, pour parler de ça. Il y a la définition là, donc encore une fois, du CNRTL, sur ce qu'est officiellement en français d'aujourd'hui une rapière. C'est une épée longue épée effilée tranchante, mais une garde en forme de coquille et souvent richement ornée, utilisée autrefois comme arme de duel. Et ben voilà, alors du coup, longue, et ben vous avez des choses 16e. Je n'aborde pas la spadroune, non. Je vais pas aborder. Je vais m'arrêter là au XVIIe siècle parce qu'après, j'y connais vraiment rien et j'ai aucune envie de commencer. En plus, c'est des trucs énormes entre la spadroune, la colichemarde, l'épée de cour, l'épée de combat. Il y a tellement de choses. J'avais annoncé que je l'avais pas plus au XVIIe siècle. Déjà, le XVIIe, vous voyez bien qu'on est aux limites de ma compétence. Est-ce que parler du spadroon n'est pas déjà un thème choc en soi, finalement? Bon. Ah, désolé, vous allez qu'à faire rembourser vos places, hein, vous n'êtes pas content, désolé. Non, voilà, au niveau des rapières, et je sais bien que voilà, définir ce qu'est une rapière. Au niveau ici, ben, la garde elle est complexe, bof, et puis surtout elle est courte, hein, 100 cm en tout, 86 cm de lame. On est à pas grand chose. Donc ça, c'est voilà la question. Est-ce qu'elle est longue et effilée? Effilée, oui, longue. Ben, je vous ai montré des épées 12e bien plus longues que ça. Effilée. Quoi non, si, il y a un anneau transversal, oui, d'accord, mais je veux dire, voilà, on est en plein 17e, on pourrait se dire, souvent, au 17e, on a imagine la rapière quand même beaucoup plus, avec une garde beaucoup plus complexe que ça. Non, on est sur quelque chose avec, oui, un anneau transversal, une protection de la main, mais il n'y a pas toutes les barres en plus, quoi. Des cas aussi, alors, faut pas oublier que dans la rapière, ben, c'est la lame. La lame et la garde viennent souvent d'ateliers différents. Hein. Très connus, il y a les lames de Solingen en Allemagne, par exemple. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on réutilise des vieilles lames médiévales, donc, entre guillemets, et qu'on va les mettre sur des nouvelles poignées, des nouvelles fusées, des nouvelles gardes plus de l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais il me semble que c'est le cas. Mais ce qui est tout important, voilà, ici, vous avez quelque chose qui n'est pas effilé. En fait, c'est une épée de cavalerie, mais vous avez une garde qui pourrait tout à fait correspondre à une rapière, mais la lame, elle, montre quelque chose de beaucoup plus bif, on va dire, de beaucoup plus large. D'ailleurs, le poids en conséquence, ça en est déjà 1300 grammes. C'est pas énorme, parce qu'il y a des rapières qui font plus que ça, mais ça reste déjà, voilà, c'est d'un frange un peu plus haut que ce qu'on a vu juste avant. Pareil, hein, ici, 1,10 m, vous voyez la largeur de lame, pas être vraiment, c'est pas ce qu'on appelle une lame effilée, et vous êtes aussi là à plus de 1300 grammes. Bien sûr, bon, le poids ne veut pas toujours dire quelque chose, simplement parce que si vous avez beaucoup de poids dans la garde, hein, les rapiéristes savent de quoi je parle, souvent le poids vient du fait que la garde et les quillons, etc., c'est souvent énormément de poids.
Bon, là, forcément, munie d'une garde en forme de coquille, ça, c'est la vision de la rapière avec la tassa, hein, façon d'estressa. Mais la plupart des rapières n'ont pas ça. Et ici, bon, 16e, là, je triche un peu parce que on est toujours dans une logique un peu médiévale. Ça, c'est une estoque. On est à une époque où, comme on dit, les épées de côté, etc., apparaissent, mais tout ça, non seulement existe toujours, oui, pardon, c'est un estoc. Oui, alors, en fait, c'est une épée d'estoc, mais c'est bien un estoc. Et tout à fait, désolé. C'est bien très clair. C'est une estocade, mais c'est bien un estoc. Donc là, 113 cm, on a une belle taille. Hein, on a une belle taille, mais voilà, c'est par contre, ça, c'est. Est-ce que vous considérez ça comme une rapière au sens très très large? Peut-être. Sachant que, il me semble qu'en espagnol, si je ne dis pas de bêtises, quand ils parlent de rapière, parfois ils utilisent justement le mot estoc, en fait, c'est quasiment synonyme. Il faudrait si quelqu'un peut me confirmer ça. Non, je sais que ça n'est pas spécifique aux Espagnols, mais c'est l'idée que vous en faites généralement quand on en parle. Et puis voilà, la garde en forme de coquille, ben non, il y a des choses beaucoup plus simples. Comme je dis, là, il n'y a même pas Knuckleball, il n'y a même pas de garde qui repasse devant la main. Il y a le padane, il y a de quoi mettre ses doigts, mais par contre, il n'y a absolument pas de garde qui revient derrière les quillons. Oui, l'italien, je sais, hein, qui utilise la spada d'Alato Striccia, qui est alors la rapière, en fait, telle que nous, on l'imagine. La question de l'image que tu as mis, est-ce que c'est une épée ou un Dussac? Le problème déjà, c'est que je ne vois pas s'il y a deux tranchants ou pas sur la photo. Voilà, donc là ici on a deux cas où on a, ben voilà, il y a l'un est homologué par le Metropolitan par l'un c'est une rapière, l'autre c'est un estoc. On est plus ou moins dans la même époque, on est plus ou moins dans la même taille, poids, etc. Sans doute parce que celle qui est estoc en fait ne sont pas aiguisées du tout, ne coupent pas du tout, mais pour le reste on est sur des choses qui sont finalement très semblables. Et alors, la dernière chose, hein, utilisée comme épée de duel, et c'est vrai qu'on entend souvent dire bah, la rapière, c'est une arme purement civile. Bon, alors forcément, encore une fois, hein, si on peut jouer sur les mots, on va dire bah, si c'est utilisé à la guerre, c'est que c'est pas une rapière, selon cette définition. Bon, selon moi, là, clairement, on est même dans l'acception moderne d'une rapière pour celui qui est en train de se faire embrocher et qui est en train d'embrocher l'autre avec sa dague. Ce qu'il porte à sa ceinture dans son fourreau, c'est une rapière dans le plus pur style de ce qu'on appelle une rapière en français aujourd'hui, avec une garde vraiment complexe, qui a l'air très fine, parce que même dans son fourreau, même le fourreau a l'air super fin. J'ai pris, je sais que c'est une peinture 19e, mais en fait, j'ai pris l'exemple parce que je le trouvais très beau. En fait, il y a eu tout un débat là-dessus en fait sur un groupe qui s'appelle Hima Pictures, mais on sait aussi que le rapier a été utilisé à la guerre en fait. On a des cas de rapier utilisé à leur référent. Entre le mot et l'objet encore, il y a sans doute une différence. Gabriel, à mes simulations, rapière, mousquetaire, duel. Peut-être. Après, il y a aussi voilà une définition, comme on dit, une définition. On a une certaine, on est à fond dans nos définitions aujourd'hui, nos catégorisations.
Déjà, encore une fois, le mot rapière, quoi, hein, c'est déjà un problème en soi. C'est une question en soi, en tout cas. Sachant que, bah, voilà, aussi la rapière, si tu veux aller là dans justement l'inconscient collectif, les gens imaginent quelque chose de souple et d'assez léger parce que la plupart de ce qu'on voit dans les films, c'est une lame d'escrime classique sur lequel il y a une garde qui est en fait là une garde de rapière. Et beaucoup de gens, déjà beaucoup de gens ont du mal avec les différents termes, encore plus que nous, je pense. Hein. Les gens ont plus de mal encore que nous avec ça, c'est que on imagine rapière tout ce qui a une garde complexe, et donc les gens confondent, hein, ils confondent les différents types d'épées, mais la rapière, au sens où on l'entend quand même généralement, donc là, là, ce que vous voyez, le diagramme, c'est écrit par Guillaume Vautier, que vous devez sans doute connaître, qui a fait justement une étude sur les caractéristiques des rapières. Il a pris que des exemples fin 16e, début 17, et là, vous avez toute la variation dans ces exemples. Et vous voyez que, alors il y a quelques exemples qui sont extrêmes, mais on est dans une fourchette entre 1 kg, 1 kg 4, et entre 1 mètre et 1 mètre 15, on va dire, de lame. De lame, je précise. Ça, c'est la longueur de la lame, c'est pas la longueur de l'épée. Ouais, je crois que je vais faire un texte supplémentaire sur Discord avec pas mal des sources que j'utilisais en fait. Je pense que ce serait utile. Parce que clairement, hein, ce qui est intéressant, c'est surtout ça. Je vous conseille vraiment, par exemple, pour tout ce qui est Fetchwert, allez sur le blog. Alors, je sais pas comment ça se dit. Ça s'écrit HROA2R. Et c'est un club, c'est assez suédois. Et il y a énormément de ressources là, justement, sur les. Oui, alors croire, effectivement, mais comment ça se dit? Ça se dit pas, j'ai envie de dire. De Roger Norling, hein, que j'ai cité plusieurs fois déjà. Et voilà, tous pour donc conclure sur la fin là comme ça. Vous voyez qu'il y a des cas vraiment vraiment extrêmes. Dans la longueur, avec des épées, donc des rapières, si vous rajoutez la longueur totale, hein, la longueur de lame, vous arrivez à 1,50 m de rapière, c'est pas mal. Par contre, dans les poids, hein, vous voyez, il y en a une, elle dépasse le kilo 8. J'ai été la chercher pour voir ce que c'était. Et en fait, c'est celle-là. Voilà. Alors, j'ai un peu déçu. Je m'imaginais qu'un truc avec une belle lame, pas effilée du tout. Mais je serais curieux là aussi de voir des photos sous plusieurs angles. Je suis un peu déçu, donc du coup, peut-être que c'est la garde, hein, qui a l'air quand même très épaisse, et le pommeau aussi, peut-être que c'est ça qui donne le poids, hein, aussi. Mais je serais curieux, là aussi, de voir la chose en entier. Voilà, voilà, voilà. J'ai, je pense, grosso modo dit ce qui était, pour moi en tout cas, plus intéressant. Comme j'ai dit, c'était plus une discussion. Peut-être qu'il y a des frustrés parmi nous qui doivent se dire ouais, mais là, t'as répondu à aucune question, alors du coup, c'est quoi une rapière? Voilà, je suis désolé. Si c'est que vous attendiez. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous faire partager justement voilà, l'objet, le vrai. Et le vrai objet, malheureusement, ne rentre pas toujours dans les cases qu'on aimerait bien dans lesquelles il rentre. Ou alors, il faut lui créer des cases, ce qui est pire, je pense, parfois. Dans mes notes, je regarde sur mes notes, j'ai pas encore un truc que j'aurais oublié par hasard, on sait jamais. Ah oui, si, un truc. Si, un truc, c'est ce qu'on entend parfois pour les side swords en français et en anglais aussi. Alors les Anglais disent une cut and thrust sword et les Français disent une épée de taille des stocks. Hein. Et là, ça c'est vraiment l'idée à ce moment-là que vous avez un truc entre les deux. C'est un peu imaginer que l'épée médiévale elle est faite pour couper, la rapière c'est pour stocker, alors entre les deux, il y a side sword, c'est une épée de taille des stocks.
J'ai pas dit le. Je dis pas le contraire, hein, c'est que c'est intéressant de comprendre les épées utilisées par les traités. Justement, je trouve que moi c'est intéressant de voir ce qu'il y a en dehors des traités, ce qui a tendance pour certains, je dis pas pour tout le monde. Toute évidence, il y en a ici qui s'intéressent vraiment aux différentes armes, mais quand on est dans la pratique des AMH purs, on a tendance à stéréotyper beaucoup ce qu'on fait. Donc voilà. Et effectivement, dans le mot rapière, j'ai oublié, mais la rapière allemande, bah, quand vous faites de la rapière de Meyer, bah, c'est pas la rapière, hein, c'est en tout cas, c'est plutôt ce que nous on appelle une side sword. Voilà, et c'est tout.